Bienvenue dans le podcast Still Point. Je suis Alexandre Bancal, ostéopathe, passionnée par l'humain dans toutes ses dimensions, la philosophie du soin, la spiritualité, les animaux, la nature et l'exploration de mon monde intérieur. Dans cet espace, je porte ma voix en solo où je vais à la rencontre de personnes qui m'inspirent pour vous partager des réflexions autour de la présence, son influence dans les différentes sphères de notre vie et comment cultiver cette qualité d'être au quotidien. Cette thématique est centrale dans ma quête de sens depuis mes premiers pas en ostéopathie. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'en déployant notre état de présence à soi, on apprend à être davantage présent en vivant en nous et autour de nous. Et si cet état d'être était la clé non seulement de notre équilibre intérieur, mais d'un monde plus harmonieux. Ce podcast s'adresse à toutes et à tous. Je me réjouis de te retrouver un mercredi sur 2 pour un moment ensemble, dans l'ici et maintenant. Bonjour Lily. Hello Alexandre. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plus d'1 an que je te suis sur Instagram et dernièrement mon attention a été complètement captée par une pratique que tu nous dévoiles, le Kalari, un art martial ancestral indien que je ne connaissais pas du tout. Ce que tu dégages à travers tes vidéos, c'est une vraie présence, une fluidité dans le mouvement, une force qui n'est jamais rigide. Il y a quelque chose de très vivant, de très beau qui m'a tout de suite touchée. J'avais donc très envie d'en apprendre davantage sur cette discipline, mais aussi sur le chemin qui t'y a mené. Le mouvement, c'est un thème qui est très présent dans ma vie en ce moment. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, je recevais une danseuse. Je sens qu'il y a un fil qui se tisse autour de l'exploration du corps en mouvement dans ma quête de présence. Donc, merci encore d'être là aujourd'hui et j'ai hâte de plonger dans cet échange avec toi. Ouais, merci Alexandre pour cette introduction et je suis ravie que tu m'aies contactée et invitée sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi du coup. Alors pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est ton parcours? Ouais, la question toujours un peu breaking the ice. Du coup, moi je suis donc Lily Nanda et je dirais aujourd'hui qu'est-ce que je suis? Je suis avant tout, je pense, une voyageuse. Je suis partie très tôt, donc une voyageuse du monde, de la planète Terre, mais finalement aussi une voyageuse du corps, du mouvement et de l'esprit. Donc voilà, voyageuse dans l'âme. Et bien sûr, ensuite, au fur et à mesure, je suis devenue enseignante et praticienne de différentes disciplines qui m'animent encore et toujours aujourd'hui. Ok, donc ouais, tu as voyagé très jeune, que finalement le mouvement, c'est parti d'un mouvement physique en te déplaçant un peu partout dans le monde. Est-ce que depuis que tu es petite, tu pratiques du sport? Comment ça s'est mis en place pour toi? Est-ce que tu étais praticienne yoga et enseignante yoga? Comment s'est mis en place ce mouvement en toi? Ouais, alors moi, c'est très intéressant cette question parce que c'est vrai que je viens de base d'une famille de voyageurs et d'artistes. Donc ma mère, elle est danseuse, mon oncle et ma tante sont danseurs, mon père est photographe, ma grand-mère était couturière. Donc voilà, j'ai évolué dans une famille où l'art et la créativité étaient vraiment présents. Je suis née aux États-Unis, on faisait des allers-retours tous les 6 mois entre Paris et Miami à l'époque, jusqu'à mes 4 ans. Même si j'étais toute petite, je pense que le mouvement était déjà vraiment présent à ce moment-là. Et moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été dans une mini forme de mouvement qui est le sport. Et dans le sport, il y a plein de catégories différentes, bien sûr, mais c'est vrai que mon père, surtout, nous a toujours emmenés courir quand j'étais petite ou emmenés faire du volley, du basket, du tennis, la natation. Il a été, lui en tout cas, un exemple pour moi. Il est un exemple assez important parce qu'il a fait tellement de sports différents, tellement de disciplines différentes. Et à côté de ça, il y avait aussi ma mère qui était danseuse, qui est toujours danseuse et qui incarnait plus pour moi le côté, la beauté dans le mouvement, du geste que je retrouve aussi bien sûr dans l'art martial que je pratique dans le Kalari. Donc c'est un peu au final, là je le réalise maintenant en te le disant, mais c'est vrai que j'ai pris un peu des 2 de mes 2 parents avec le côté sportif un peu compétitif, de mon père et la beauté du geste plus par rapport à ma maman. Et du coup, le Kalari pour moi ça représente un petit peu, bien sûr c'est totalement différent et ça serait résumer la chose très, basiquement, mais en fait c'est ça. Et mon frère et ma sœur sont des sportifs aussi, ils sont dans le mouvement, dans l'art aussi. Donc on a baigné dedans depuis qu'on est tout petit. Et j'ai cru comprendre sur tes réseaux sociaux, tu es partie voyager à peu près à l'âge de 20 ans, seule.
C'est ça. Moi, même à 16 ans, tu vois, je suis partie, j'ai quitté, la Charente-Maritime où j'avais grandi. Donc j'ai fait des études, pendant 2 ans, j'étais à La Rochelle. Mais avant ça même, j'avais déjà l'envie de bouger parce qu'à 16 ans, pendant 1 an, je suis partie à l'étranger. Je suis retournée aux États-Unis, vu que j'ai un passeport aussi américain. Je suis retournée là-bas pour faire, ma première, tu sais, le bac. Je suis allée dans une école internationale et déjà j'ai passé 1 an dans une famille d'accueil, loin de ma propre famille et ça m'a fait, rêver en fait. J'ai tellement aimé partir comme ça et en rentrant donc je suis retournée, voilà, à La Rochelle et cetera et après je me suis dit: «En fait non», j'ai écouté mon cœur, je me suis dit: «C'est pas pour moi en fait cette vie-là, j'ai besoin de reprendre mon sac à dos, de partir à l'autre bout du monde» et j'ai commencé avec la Nouvelle-Zélande donc vraiment loin du coup de la France. Et c'est pendant ce voyage que tu as rencontré le yoga? En fait, le voyage m'a ramenée, en effet à la spiritualité, dont à des pratiques comme le yoga. En Nouvelle-Zélande, à 20 ans, j'avais déjà fait quelques cours de yoga auparavant, mais c'était plus une idée en l'air comme ça et c'est au fur et à mesure, après plusieurs mois de voyage, que ça soit en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Fidji, je suis allée, vivre aussi au Japon et c'est vraiment quand je me suis posée au Japon pendant 2 mois que j'ai commencé à pratiquer tous les jours. Parce qu'en fait, avant, pendant les voyages, tu sais, quand tu voyages tout le temps, chaque jour tu bouges, c'est difficile, je trouve, en tout cas à cet âge-là, d'avoir un tel ancrage et de se dire: «OK, chaque jour je vais pratiquer». J'étais pas là-dedans, tu vois? J'étais vraiment à la découverte déjà de mon être. Même si j'étais en voyage physique, visuellement, j'étais à droite à gauche, mais je me découvrais aussi parce que pendant des années, j'avais pas atteint des réflexions comme j'ai pu, atteindre là, pendant les premiers mois de voyage et après plusieurs mois, j'étais fatiguée de voyager physiquement et j'avais envie de me poser au Japon. Je suis restée 2 mois au Japon à 20 ans et demi, ouais. J'ai fêté mes 21 ans au Japon justement et je me suis posée, j'ai tous les jours j'ai pratiqué avec des vidéos, tu vois, sur internet et je me suis dit: «Waouh, en fait, il y a quelque chose qui se passe, pendant ces moments-là, c'est ce rituel-là que je prends avec moi, même si c'est 30 minutes par jour, je sens qu'il y a quelque chose en moi que ça crée un ancrage» et à partir de là, je me suis questionnée sur le fait de: «OK, quand je vais rentrer en France, est-ce que je vais vraiment rentrer en France et faire ce que j'ai dit que j'allais faire à tous mes amis, mes proches: «Oui, je vais reprendre les études et tout» et en fait, je savais au fond de moi que c'était la réponse «non» et qu'en fait, j'allais repartir ensuite pour me former au yoga qui, à ce moment-là, a commencé vraiment à naître cette envie. Il y avait la graine qui était plantée et je sentais que voilà, que ça allait mûrir et que ça allait, enfin, s'épanouir en moi et du coup, je suis partie l'année d'après en Inde à 21 ans. OK, donc tu t'es formée en Inde et tu dirais quels ont été, les enseignements de ce yoga? Puis après cette transition, comme tu l'as justement dit sur les réseaux sociaux, où tu as mué pour passer au Kalari. En fait, déjà, je voudrais mettre un point de lumière sur le fait que le yoga, pourquoi en fait ça m'a apporté plus que la danse ou que d'autres choses que je faisais avant au final? Parce que c'est du mouvement, les asanas, en tout cas les postures. Mais je pense que c'est venu vraiment toucher quelque chose de plus profond et c'est venu éveiller quelque chose en moi que j'avais jamais réellement regardé et c'est, je pense, cette notion du plus grand que soi. De comprendre qu'en fait, il y a quelque chose d'autre et l'Inde, bon déjà l'Inde ça a été pour moi, un choc, en tout cas pour moi dans le positif, mais ça a été, une telle découverte parce qu'en plus au même moment j'ai aussi rencontré l'Ayurveda et l'Ayurveda c'est la médecine ancienne, ancestrale de l'Inde. Il y a un lien avec le yoga, il y a un lien avec le Kalari aussi, énorme. Donc en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, comme si, tu vois, en ouvrant la porte du yoga ou la porte de l'Ayurveda, j'ai ouvert une porte sur un monde entier où je m'étais pas du tout posé de questions là-dessus avant, pendant 20 ans, tu vois? Et c'est que à ce moment-là où j'ai dit: «Ah waouh, OK, il existe autre chose. Il existe quelque chose d'immense, de grand et j'ai tellement de choses à apprendre et c'est infini». Même quand j'aurais terminé cette incarnation, ce corps-là, j'aurais pas tout appris, bien sûr et c'est ça aussi qui est beau. Et voilà, il y a vraiment ce truc de transformation aussi. Je pense que c'est normal qu'il y ait des fois des choses qui viennent nous appeler. Après, ça peut changer, ça peut, comme tu disais, il y a une espèce de transformation, on mue d'une certaine manière. Et pour moi, du coup, voilà, ça c'est passé par le yoga. Et à un moment donné, très naturellement, sans que je cherche quoi que ce soit, je sentais, bon, j'ai découvert le Kalari à un moment donné sur place en Inde. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça. Là, c'est le next level, c'est vraiment ce que mon corps me demande de faire. Pour moi, je l'ai ressenti dès mon premier cours de Kalari, alors que je te jure, Alexandre, je n'ai rien compris au début parce que j'étais la seule blanche. C'était en malayalam, la langue du Kerala. Ça va vite, il y a aucune explication
Tu jeté dans l'endroit, c'est une espèce d'arène et moi, j'étais juste en mode: «OK, une petite leçon d'humilité», mais en même temps, au-delà de ça, au-delà de la claque que je me suis prise physiquement parce que je suivais pas vraiment bien, j'étais genre: «Ah ouais, waouh, OK, j là, j'accède à quelque chose que j'ai l'impression de déjà connaître» et c'est immense, quoi. C'est hyper puissant et je me souviens, je me suis effondrée à la fin alors que je pleure pas forcément très facilement, mais là, à ce moment-là, à la fin de la pratique, je suais énormément et j'avais des larmes qui coulaient toutes seules et ça ne me l'avait pas fait avec le yoga, par exemple, alors que le yoga, j'ai adoré, ça a vraiment été important pour moi. Mais là, le Kalari, j'étais comme si on venait vraiment toucher un point, très parlant pour moi dans ma vie. Voilà. OK, donc finalement, ça s'est fait de manière hyper fluide. Complètement. En fait, c'est venu sur mon chemin, tu vois? J'avais vu alors que c'est pas très connu, bon là, ça commence à s'ouvrir un peu plus le Kalari, mais j'étais invitée à un spectacle un soir, j'ai dû voir une petite représentation et c'était pas longtemps après que je reparte de l'Inde, la première fois où j'y suis allée et je trouvais ça très beau et il y avait quelque chose qui m'appelait, mais je repartais en France, tu vois? Donc j'étais là: «Ah bah OK». Mais la fois d'après où je suis retournée en Inde, je savais que c'était pour ça et ensuite, à chaque fois, c'était pour le Kalari que je retournais en Inde parce que, bah, ensuite, j'ai compris que c'était ce que je voulais vraiment faire et c'était déjà il y a quelques années et au fur et à mesure, je sentais, voilà, qu'il fallait que j'aille plus loin, qu'il y ait quelque chose qui m'appelait, puis l'endroit, le lieu. L'arène, en fait, ça s'appelle un pit, PIT, et c'est vraiment creusé dans la terre et il y a quelque chose de vraiment mystique dedans. Il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, c'est une deuxième maison pour moi et chaque année, j'y retourne. C'est vrai que esthétiquement, ça a l'air sublime et on sent rien que sur les photos, on voit qu'il y a voilà, il se passe quelque chose. L'impression d'être dans un décor de film, enfin, c'est vraiment c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet art martial, indien? Alors, donc le Kalari Payat. Donc Kalari, c'est l'endroit où on pratique. C'est le nom de l'endroit où on pratique, donc cette espèce d'arène creusée. Et Payatu, c'est les jambes, c'est l'exercice physique. Donc, on appelle ça le Kalari Payat, mais si tu veux dire juste Kalari, tu peux dire, c'est plus rapide, plus simple. Donc c'est né il y a des milliers d'années, un petit peu comme le yoga au final. Et c'était vraiment des familles de guerriers, donc de père en fils, ils étaient Kalari people, tu vois, des warriors. Et c'est vrai que, pendant des centaines d'années et des centaines et des centaines d'années, ils étaient considérés comme, une lignée, très, importante en Inde et ça a été il y a pas si longtemps, donc quand les Anglais ont, occupé l'Inde, ils se sont dit: «OK, les Kalari people là, ils nous foutent, trop les boules, c'est trop dur de se battre contre eux». Ils ont eu des batailles, tu vois? Contre les Indiens et les armées indiennes qui étaient donc du coup des warriors en Kalari. Ils ont dit: «On va bannir le Kalari Payat». Donc le Kalari, il a une histoire intéressante, c'est qu'il a été banni pendant longtemps et c'est seulement à la libération de l'Inde, tu vois, en 1947, il me semble, que ça a commencé à revenir. Mais quand ça a été banni, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en secret, il y avait bien sûr encore dans des endroits, parce que ça vient du Kerala, donc il faut imaginer bien sûr des forêts, une jungle avec parfois au fin fond de la forêt un Kalari pit caché dans les arbres, tu vois, avec un maître qui enseigne. Et du coup, il faut imaginer qu'à cette époque-là, même si c'était banni, donc si te trouvaient, si les Anglais te trouvaient, tu allais en prison, si vraiment tu enseignais cet art martial. Mais il y a eu bien sûr des gens qui ont réussi à continuer à enseigner cet art martial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore le Kalari qui renaît, vraiment depuis quelques années, depuis quelques décennies. Après, il y a plein de choses à dire sur le Kalari. C'est lié avec l'Ayurveda dans le sens où il se soigne avec les principes de l'Ayurveda, qui est la médecine indienne ancestrale, où les plantes sont vraiment au cœur de la médecine. Et par exemple, il y a une technique de massage Kalari, où c'est vraiment avec les huiles ayurvédiques et il y a une technique vraiment spécifique pour les gens qui pratiquent le Kalari. Je disais que c'est des guerriers guérisseurs, en fait. Ouais, c'est ça et c'est même plus vaste parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des pujas qu'ils font, donc c'est des cérémonies sacrées où ils vont, comment on dit? Appeler des déités. Il y a vraiment tellement de choses, que même moi je connais pas encore, tu vois? Des choses qui sont réservées à certaines personnes dans cette méthode-là qui est le Kalari, dans ce monde-là qui est le Kalari. Et les femmes peuvent le pratiquer, du coup, aujourd'hui. Oui et maintenant il y a beaucoup plus de femmes. Alors en fait, moi quand j'ai commencé, c'était il y a pas si longtemps au final, c'était peut-être il y a 6 ou 5 ans, j'étais une des seules femmes, mais déjà aujourd'hui, on est plus de 50 femmes, tu vois? Dans les Kalari Pit, des indiennes et au début, c'était réservé aux hommes, il y a des milliers d'années et maintenant aujourd'hui, voilà, il y a tout le monde peut y aller. Et quelle est ta vision du mouvement aujourd'hui, maintenant que tu pratiques cet art?
Alors, c'est intéressant, ma vision du mouvement, pour moi, le mouvement, c'est vraiment la vie, en fait. Donc le mouvement, si tu parles du mouvement corporel, je pense que ce qui est bien, dit très simplement, je pense que c'est important pour chacun, chacune d'avoir un corps un peu, pas de généraliste, mais de pouvoir être capable de plus ou moins tout faire avec le corps. Et je pense que ça s'obtient quelque part en faisant des choses très simples au final. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que la liberté aussi, bon là je passe à ce thème-là, mais la liberté, c'est d'abord la liberté à travers le corps, si on peut bien sûr se le permettre, mais si on a un corps et qu'on peut l'utiliser, allons d'abord exploiter ça et essayons de trouver la liberté à travers le corps avant tout. Et ça, je pense que ça sera ensuite un miroir avec tout le reste, tous les autres domaines de la vie. Mais voilà, le mouvement pour moi, c'est la vie au final, c'est le vivant. Si je réponds un peu plus précisément à ce que tu me demandes. Ouais. Oui, mais c'est marrant parce qu'au final, on a tous la même réponse. Qu'on soit danseuse, ostéopathe, finalement, on en vient tous directement à une réponse extrêmement simple. Et c'est marrant parce que tu parles de liberté, et la danseuse avec qui je parlais à l'épisode d'avant, bah, mouvement, liberté, enfin ça va ensemble. Et de se dire, vraiment, moi aujourd'hui, je suis dans cette exploration du mouvement. C'est l'ostéopathie qui m'a amenée là, mais de manière plus globale aussi dans mon corps, parce que je me rends compte qu'au final, j'ai pas sa liberté de mouvement dans mon corps, alors que je connais le corps d'un point de vue anatomique, d'un point de vue mécanique. Du coup, j'ai eu cette frustration de me dire, mais en fait, je sais comment tout marche dans les moindres détails, parce que je peux le scanner, mais je n'arrive pas à exploiter en fait tout son potentiel et j'aime pas trop le terme exploiter, mais à m'ouvrir à tout ce qu'il a à m'offrir et c'est vraiment un travail d'une vie et du coup j'en viens à ce dont tu parles énormément, la discipline. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de la discipline justement pour cette pratique du mouvement et pour accéder à cette liberté physique et après qui t'amène à cette liberté intérieure? Je pense même que si on part de la liberté et de ce qu'on croit que c'est, enfin, souvent on pense que la liberté, c'est vraiment pouvoir faire ce qu'on veut, à tous les niveaux. Alors qu'en fait, la liberté profonde, elle peut jamais venir du chaos, elle peut jamais venir de quelque chose de décousu, en fait. Alors que justement, elle va naître dans une forme de structure avec une base et pour moi, cette base-là, elle vient justement de cette discipline, de ce rendez-vous avec soi, de ce rythme, de vraiment se dire: «OK, ça va être mon socle, mon contenant pour venir ensuite me permettre d'être libre, de faire des choses». Mais sans ça, en tout cas, moi je sais aujourd'hui, parce que j'ai vécu les deux, la non-discipline et la discipline. Je sais que grâce à la discipline, j'ai pu m'épanouir en fait. L'un n'empêche pas l'autre du tout. Et là, je me dis: OK, si j'ai ce socle, même si c'est 10 minutes, 15 minutes par jour, hein, mais même si c'est pas forcément du Kalari ou si c'est pas forcément, je sais pas, quelque chose d'intense, ça veut pas dire forcément que ça doit être intense, mais c'est plus la discipline de se retrouver avec soi, en fait. De venir respirer, de venir s'observer et je pense que c'est, de ça que peut naître la liberté, au final. Du coup, toi, dans ta pratique, parce que on parle aussi de cyclicité et voilà, il y a des moments où on a plus d'énergie, des moments où on en a moins. Est-ce que tu pratiques toujours avec la même intensité? Ou du coup, tu adaptes ta pratique du Kalari ou au niveau des postures, peut-être que tu as des enchaînements qui sont plus doux, des enchaînements qui sont plus rapides. Comment ça se passe? Ouais, c'est vraiment une question hyper importante parce que déjà, nous, en tant que femmes, on est cycliques et je pense que malheureusement, et ça m'est arrivé aussi à moi, j'ai trop mis de côté, à un moment donné dans ma vie, cette, cyclicité qui est finalement, en fait, c'est nous, c'est notre nature. On doit être à l'écoute de ce cycle-là et il y avait vraiment eu, cette conjonction un peu de la badass, la fille, hyper powerful, qui arrive à faire plein de trucs, et du coup, le problème de ça, dans cette société, dite féministe, c'est que du coup, on en oublie notre cycle et en fait, c'est tellement important, c'est tellement une richesse de réapprendre qu'est-ce que c'est le cycle et qu'est-ce que ça nous permet, de faire. Ça nous permet d'être à l'écoute, ça nous permet d'adapter, ça nous permet d'être, à l'écoute de notre intuition aussi, d'avoir des moments de repli, où il se passe d'autres choses que quand on est dans notre pic, dans la moitié de notre cycle où on va pouvoir avoir plein de créativité, plein de force, plein d'intensité et c'est là où on peut pratiquer, envoyer des kicks et cetera. Mais je pense sincèrement que c'est important d'adapter. Moi, je suis quelqu'un qui va souvent pousser mes limites, personnellement. C'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, c'est que j'ai vu à quel point parfois ça pouvait me faire défaut.
même sur mon cycle au final. Parfois, mon cycle n'était pas du tout réglé pendant des années et pour moi, c'était pas quelque chose de bizarre, c'était juste en mode: «Bah, moi, je suis une warrior, moi, je voyage tout le temps, moi, je fais ci et c'est comme ça ma vie». Mais en fait, non, parce que tu t'aperçois au bout d'un moment que ton corps, il suit pas forcément, que tu te coupes de cette intuition et d'autres choses que le féminin a de base par nature et qui est une vraie richesse. Donc pour te répondre, je dirais que c'est très important de savoir observer son cycle, d'être à l'écoute et d'adapter du coup sa pratique, son rituel, sa discipline à ça. Et parfois même de se dire: «Ah OK, ben là moi j'ai mes lunes en ce moment, mais je sens que j'ai quand même envie de pratiquer, j'ai pas cette perte d'énergie, je sens que ça va justement venir me nettoyer». Et moi ça m'arrive aujourd'hui de me dire: «En fait je suis assez en forme là pour pratiquer» et même la pratique me permet parfois d'aller mieux après. Mais ça, il faut vraiment être à l'écoute, tenter, essayer des choses. Et j'imagine qu'il y a eu beaucoup de répétitions de gestes dans cet apprentissage, dans tes postures, voilà, dans ce mouvement. Qu'apporte, selon toi, la répétition dans le geste? La maîtrise, la compréhension et finalement l'incarnation d'une pratique. En fait, la répétition, c'est la base. Alors après, ça dépend comment elle est faite. Si elle est faite inconsciemment et que c'est juste, machinalement, c'est moins intéressant et ça dès que ça arrive, parce que c'est normal si ça arrive, mais il faut s'en rendre compte, ramener de la présence dans: «Ah OK, là j'ai fait 1 heure de pratique, mais j'étais pas du tout là, je pensais à mon lunch, d'après ou je pensais à mon grand-père ou quoi». En fait non, essayer à chaque fois de voir qu'on n'est pas présent dans sa pratique et de se dire: «OK, là je vais revenir sur mon souffle, je vais revenir sur le geste, je vais revenir sur mes appuis, sur mes sensations dans mes pieds» et en fait la répétition, c'est la base, surtout dans ce monde, dans notre, société là actuelle où tout va extrêmement vite, où tout est à portée de main, où il y a énormément de distractions, énormément de choses, possibles à faire à droite à gauche. Si on arrive à avoir une pratique où il y a de la répétition, ça peut vraiment nous aider en tant que socle, en tant que rituel avec nous, comme je t'en parlais juste avant. Je pense que c'est vraiment la clé et même pour, atteindre des objectifs qui sont plus concrets dans une pratique, si tu as pas de répétition, c'est pas la peine, il faut oublier, surtout le Kalari, par exemple, parce que c'est beaucoup de détails. Ouais. Donc c'est des archétypes, c'est des postures. Tu parlais sur ta page Instagram, la posture du sanglier, tout ça. Donc quand tu pratiques, cette posture au début, il y en a, elles sont extrêmement rapides. Donc tu fais tout dans la lenteur ou c'est comment se passait ton apprentissage? Je dirais que en fait, il y a plusieurs façons d'apprendre. Moi, j'ai appris dans la rapidité et parce que j'étais mis dans le pit, je t'ai dit, je j'ai pas eu le choix. Moi, comment je l'enseigne, c'est différent. Il y a une initiation que tu peux suivre sur mon studio en ligne. Il y a une initiation où tu peux faire pause, enfin, c'est vraiment un cours où j'explique, découpé en 5, séances où j'explique les bases. Donc si tu as besoin de revenir sur certaines postures, tu reviens sur la posture, tu peux zoomer, enfin tu peux voilà, tu peux faire à ton rythme et ça, je pense que c'est important pour certaines personnes d'avoir accès à son rythme, en fait, à son propre rythme. Et après, au fur et à mesure, tu vas voir que quand tu incarnes un peu plus les postures, tu vas pouvoir ramener un peu plus de rapidité, tu vas pouvoir enchaîner, des postures, à la suite, mais ça vient au fur et à mesure. Ouais, donc comme là tu viens de dire, tu incarnes les postures, donc tu es vraiment présente dans ta posture. Tu es ce que tu incarnes. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'il y a pas vraiment le choix parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Faut que tu penses à ton sternum étiré, faut que tu penses à l'engagement de ton centre du corps, faut que tu penses à tes appuis, faut que tu penses à respirer dans la posture. En fait, ça ramène à de la présence. Ces pratiques-là et surtout le Kalari, je trouve, tu n'as pas le choix que d'être dans ton corps à ce moment-là. Il y a tellement de choses qui se jouent. Donc au Calari, au-delà d'être une pratique, donc c'est un art et c'est une façon d'être avec toi, mais c'est aussi une façon d'être avec les autres, avec le monde. Qu'est-ce que ça a laissé infuser dans ta vie, en fait? Est-ce que tu te sens plus présente, dans ton quotidien en la pratiquant? Ouais, le Kalari, je pense que déjà, il y a une posture. C'est vraiment une posture pour moi. Déjà, à partir du moment où tu pratiques le Kalari, dans même après les premiers cours, c'est assez même flagrant parce que, c'est le début, du coup, on s'aperçoit encore plus au début d'une pratique de nos avancées. C'est normal, c'est logique. Et ben, tu t'aperçois que même un cours d'une demi-heure ou de 30 minutes dans ta matinée, quand tu te réveilles, ça va changer le reste de ta journée. La façon dont tu te tiens, la posture vraiment, physique, la posture de ton ancrage dans le sol, la posture droite, les épaules, comment tu te tiens, comment tu marches, comment tu vas aborder quelqu'un, comment tu vas répondre. En fait, ça t'apporte, je trouve et les réponses que j'ai, les retours que j'ai, ce qui revient le plus, c'est la confiance en soi, l'ouverture,
l'ancrage, la clarté mentale, la concentration. Et bien sûr que moi, ça a généré ça chez moi, c'est sûr. Ça génère ça chez tout le monde, toutes les personnes avec qui je pratique chaque semaine, qui sont dans mon studio, toutes mes élèves. Il y a eu ce shift-là. Donc bien sûr, ça a un impact sur, le reste de ta vie, forcément. Toute discipline, je pense, mais je trouve que le Kalari, pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup de mes élèves, ça a été, encore plus que le yoga ou que la danse ou que d'autres formes de mouvement. Ouais. Quand on te voit sur, du coup, pratiquer, sur ta page Instagram, on se dit: «Non mais c'est pas pour moi, c'est pas accessible, j'ai pas fait de gym, j'arrive pas à mettre ma ma jambe au niveau de ma tête, enfin je peux pas». Qu'est-ce que tu dirais à une personne, qui aimerait essayer mais qui se sent justement, pas du tout à ce niveau, enfin dans le mouvement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Déjà, je comprends, parce que c'est sûr que si il y a pas du tout de pratique derrière cette personne, si la personne vraiment sort d'avoir pratiqué aucun sport ou aucun mouvement dans sa vie, c'est sûr que le chemin va être plus long. Après, on s'aperçoit aussi que ce qui est le plus dur pour ces personnes-là, c'est plus le mental parce qu'on se décourage vite. On se dit: «C'est impossible, c'est inatteignable». Du coup, la personne va lâcher au bout de quelques pratiques. Mais pour moi, en tout cas, ce qui est important de ramener dans le Kalari, c'est plus faire appel à des personnes. Je dis pas que je ne veux pas coacher les gens qui ont jamais rien fait avec leur corps, c'est pas ça que je dis, mais je me sens plus comme un messager pour les personnes qui ont déjà une certaine notion, en fait, du corps et qui veulent aller peut-être encore plus loin dans la compréhension de certains mouvements, qui veulent ramener à la fois et la notion de discipline, la souplesse, la proprioception, l'alignement, tout ça, toutes ces choses qui font partie du mouvement ensemble pour, créer cette espèce de cocktail incroyable et qui va s'incarner dans la pratique du Kalaripayat. Mais pour les personnes, en effet, qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, moi, ma question, c'est plus, ben, pourquoi? Tu vois? Parce qu'on a un corps et pour moi, je c'est même pas pensable de mais c'est pas une critique ni un jugement, c'est plus genre: «OK, il va falloir commencer par quelque chose, mais peut-être que ça sera pas avec le Kalaripayat parce qu'en effet, ça prend du temps et qu'il faut déjà, je pense, commencer peut-être par de la mobilité, quelque chose de très simple. Et une fois que tu ramènes un peu ça dans ton sac à dos, tu vas pouvoir aller vers des formes, de mouvements peut-être un peu plus complexes comme le Kalari, parce qu'en effet, c'est complexe. Même pour moi aujourd'hui, j'en suis qu'au début, non et oui, mais j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est quelque chose de difficile. Donc c'est plus pour les yogis, je dirais, enfin, heu, c'est pas plus pour eux, mais je sais que en tout cas, ça peut vraiment apporter quelque chose aux personnes qui font déjà du yoga, qui font déjà de la danse, qui ont déjà, une notion de leur corps et de la façon de bouger dans l'espace. Pour moi, le Kalari, ça serait un peu une forme de yoga, mais dans l'espace, où tu prends maintenant conscience, pas seulement de ton tapis, voilà, tu es plus dans l'espace autour de toi et du coup, c'est une autre forme de conscience. Tu parles beaucoup d'enracinement, d'ancrage, que le Kalari t'a apporté ça. Enfin voilà, j'aime bien pas cette comparaison parce que c'est 2 pratiques différentes, de se dire que c'est quelque chose que tu as plus retrouvé avec cette pratique qu'avec le yoga. Oui, parce que c'est vrai que le yoga, j'avoue que moi, parfois, dans les asanas, dans les postures de yoga, il y avait des fois où, comme j'ai toujours été dans le mouvement, je sentais que je pouvais être rapidement dans ma tête, même dans le yoga, à un moment donné. Mon mental me rattrapait. Et donc c'est intéressant ça aussi parce que du coup je l'ai travaillé, je me suis dit: «OK, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que?» Et c'était comme une espèce de recherche d'intensité et j'ai ce pattern-là parfois qui revient où je recherche plus ou autre chose ou de l'intensité encore plus forte pour pouvoir me permettre d'être dans la présence totale. Et donc j'ai travaillé ça avec du coup, le yoga et ensuite le Kalari, je sais que depuis que je le pratique et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la pratique dans le sens où alors parfois bien sûr, de toute façon ça reviendra toujours, c'est toujours un thème où parfois on repense à quelque chose, qui nous enlève de et c'est normal en fait, on est humain donc bien sûr qu'on on n'est pas censé, toujours être juste seulement au moment présent. Enfin, pour moi, il y a un petit souci avec tout ce discours-là sur le moment présent et cetera. Mais en tout cas, les pratiques nous permettent à un certain point de ramener de la présence, de se reconcentrer et surtout d'observer que parfois on part dans le présent, dans le futur et c'est normal. Il faut pas diaboliser ce côté où on va à droite à gauche. Et le Kalari, l'ancrage en tout cas, ce dont tu me parlais, parce que il y a énormément de présence. Tu es obligé, comme je te disais tout à l'heure, d'être présent, d'être là et d'observer, de
d'aller dans les détails, de ressentir les genoux qui s'ouvrent bien sur les côtés pour ressentir l'ancrage au niveau du bassin. Parce qu'au final, quand je parle d'ancrage, c'est surtout au niveau du bassin. Il y a un côté où, tu vas ressentir dès les premières classes, les premières courbatures, les premières sensations profondes que tu vas avoir les jours d'après. Ça va être au niveau du bassin parce que le bassin, il faut le rappeler que c'est un réceptacle vraiment important de et toi-même tu sais très bien, mais de nos émotions et de et il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui est: «Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime» et souvent ça vient s'imprimer à ce niveau-là. Il y a le système nerveux et il y a pas mal de nerfs ici qui jouent avec ce côté, où on va réprimer pas mal de choses, stocker pas mal de choses ici et du coup le Kalari, c'est pour moi ça a été, un changement énorme parce que c'est venu ouvrir plein de choses, c'est venu se débarrasser de plein j'allais dire plein de merde, mais plein de choses qui sont coincées, qui sont vraiment, qui étaient vraiment profondes et grâce à la pratique, c'est un nettoyage profond. Donc ça ramène cette espèce de nettoyage et d'ancrage. Et aujourd'hui, tu dirais que tu en es où, dans ta vision, ouais, ta vision de la vie? Maintenant que tu pratiques cet art et avec tout ce que tu as vécu, jusque-là. C'est un peu vaste comme question, mais voilà, s'il y a des mots qui te viennent, Ouais, c'est j'ai l'impression que j'en suis qu'au début, tu sais? Hem Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se sont passées ces dernières années, comme s'il y avait eu plein de vies différentes, plein de versions, de mon être différentes. Là, j'en suis simplement j'ai pris ce tournant à 100 depuis quelques jours, donc c'est intéressant aussi qu'on s'appelle maintenant, parce que je pense qu'il y a eu un vrai shift, un vrai avant-après là, ces derniers jours, où j'ai osé dire à voix haute et à mes élèves qui me suivaient depuis 7 ans en yoga et à la communauté Instagram. J'ai prononcé, le fait que voilà, le yoga pour moi, c'est en tout cas l'enseignement, des asanas et des postures, c'est derrière moi et qu'aujourd'hui je mets toute mon énergie, mon amour, ma passion sur le Kalari et bien sûr d'autres projets artistiques que j'ai et ça va toujours changer, il y aura toujours des choses. Mais, c'est vrai que, en termes d'enseignement, pour moi, ce qui m'intéresse et ce qui, je pense, est vraiment, crucial, je pense, pour notre société actuelle, ça va être, cette forme de mouvement-là. Je pense que c'est vraiment le next level même du yoga et j'ai pas envie que ça devienne quelque chose comme le yoga est devenu où c'est un peu trop commercialisé. Bon ça, c'est un autre sujet, on va pas rentrer dedans, mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de distractions comme on le disait tout à l'heure, tellement de ça va tellement vite que c'est comme si on a besoin de quelque chose qui va nous concentrer encore plus et je pense sincèrement que le Kalari, c'est une forme de mouvement qui permet ça. Et tout ce que ça m'a apporté à moi, j'ai envie que ça puisse apporter la même chose à des gens et je sais déjà, ça fait déjà 1 an que je l'enseigne. J'ai une belle communauté déjà d'élèves et ça a été un vrai shift pour elles dans leur vie et je sais que ça, c'est possible, de continuer avec plein d'autres personnes qui en ont besoin. Donc focus Calari en ce moment, plus les autres, projets artistiques mais voilà, j'en suis là. OK. On va arriver, du coup à la fin de cet épisode. Je voulais dire un autre truc, excuse-moi. Ouais, vas-y. En fait, je voulais juste dire aussi que le Kalari Payat que j'enseigne aujourd'hui, c'est vraiment c'est le tout début, c'est les premiers pourcentages de ce qu'est le Kalari, puisqu'il y a le corps simplement, donc l'apprentissage du mouvement corporel, les postures animales, les postures, de défense de base. Voilà, il y a plusieurs, séquences, plusieurs enchaînements à apprendre, bien sûr. Il y a des kicks, voilà, il y a plein de choses. Mais après ça, donc ça, c'est le level 1, mais après ça, il y a l'apprentissage des armes. Et les armes, il y a le bâton, ensuite il y a les épées, et cetera, jusqu'à, il me semble que c'est un fouet en acier, le dernier, l'ultime, et donc ça, en fait, ça prend des années. C'est ça aussi que j'aime dans le Kalari, c'est que, par exemple, être prof de yoga, tu peux devenir en 1 mois prof, tu vois? Et le Kalari, en fait, je pense que jamais je vais atteindre, la fin de mon apprentissage. Enfin, c'est possible, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça va prendre des années. Et encore une fois, dans ce monde où tout peut être accessible très rapidement et ben, je trouve qu'il y a une richesse, il y a tellement une beauté dans cet art parce que ça va prendre énormément de temps. Je suis en gratitude vraiment pour cet apprentissage qui m'en apprend à chaque fois, de nouveau quand j'y retourne en Inde. Donc là, la prochaine fois pour moi, j'ai commencé déjà les bâtons, mais après il y aura encore les armes, tu vois? Et ça va prendre du temps. Et voilà, c'était ça que je voulais rajouter, c'est que c'est pas simplement les séquences corporelles. Mais c'est intéressant parce que ça ouais, du coup, c'est prendre le temps.
On verra comment ça évolue. Exactement et en plus, moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses vite. J'ai un côté en moi un peu, impatient et je pense qu'on est nombreux, hein, nombreuses dans ce cas-là et du coup, ça m'a mis vraiment, face à une certaine réalité. Là, dans la lenteur, tu vas trouver quelque chose d'autre en toi qui est enrichissant, énormément enrichissant, hyper intéressant et c'est grâce au Calari notamment que j'ai recontacté avec la discipline, mais aussi avec, cette force tranquille et cette lenteur dans l'apprentissage. Et est-ce que ça s'apprend dans le silence? Est-ce que quand tu es avec ton maître en Inde, tu dois juste observer les mouvements ou il y a des consignes, de données, ça se passe comment? Tout est en malayalam, donc la langue du Kerala et donc c'est toujours la même chose. C'est comme un mantra, un petit peu, que lui, il va réciter. C'est quelque chose de c'est différent du yoga parce que, enfin, déjà, moi, je le comprends pas, mais j'ai tout enregistré vu que ça fait des années maintenant. C'est comme si j'écoutais une musique et en plus, c'est assez musical comme langue et tu réponds avec le corps. C'est vraiment un dialogue entre, le son et la parole du maître, qui d'ailleurs ne fait aucun geste. Il ne montre rien, il fait c'est juste de la parole et ensuite, tu as tous les élèves, nous, on répond avec le corps. Donc tu as ta plateforme en ligne où on peut suivre tes cours. Tu l'as lancée, ouais, il y a 10 jours à peu près de ouais, 10-12 je pense. Ouais, il y a 2 semaines. C'est ça, il y a 2 semaines, là, ça y est, j'ai fait le shift et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas encore, enfin nulle part, pratiquement. Alors aussi, il faut savoir que le Kalari, il y en a plein des différents. Il y a des styles différents. Donc moi, j'ai un style particulier en fonction de mon école. Mais c'est vrai que c'est très rare, c'est un art martial encore aujourd'hui qui est peu trouvable et voilà, c'est beau. Je conseille d'aller jeter un coup d'œil au moins, voir les mouvements. Même sur YouTube, il y a des vidéos, Ouais, juste pour la beauté aussi du mouvement. Enfin, vraiment, c'est ça, c'est un voyage. exactement, exactement. C'est magnifique. Ouais. Bah, merci pour tout ce qu'on a enfin voilà, pour, toute cette présentation, de cet art et voilà, cette discussion autour du mouvement. J'ai une dernière question. Si tu avais un message à transmettre au monde, lequel serait-il? Oh waouh! Ah waouh! Un seul message alors. Ou un grand message? Ouais, je pense que c'est, aujourd'hui, mon message, c'est: quel est ton rêve intérieur, le vrai, sans pensée limitante? Donc retourne à tes rêves et surtout va vers ça. Parce que je pense que tout est possible, sincèrement et je pense qu'on a tellement été limités après notre enfance par plein d'injonctions, par plein de pensées, qui nous ont limités au fur et à mesure, étriqués, réprimés. Et même moi qui viens d'une famille assez ouverte d'esprit, assez, libre et dans la créativité, au final, j'ai aussi encore aujourd'hui plein de barrières, invisibles. Le premier message, je pense, c'est: va voir ta vision, ton rêve et vois que c'est possible. Vois que tout est possible et que c'est un choix. Donc c'est vraiment ce message juste de revenir à l'essentiel. Arrête-toi dans ta vie qui va à 100 à l'heure, où tu as plein de choses à faire et pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui de vivre? Il me reste peut-être 40 ans, 50 ans ou peut-être 30 ans, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ces années-là, dans cette incarnation? C'est quoi mon rêve? Et au fur et à mesure, s'y rapprocher, faire des visualisations et essayer d'aller vers ces rêves-là qui peuvent changer, bien sûr, mais d'abord s'écouter. S'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie de créer en moi avec ma force, avec l'unique aussi, le côté unique qui est moi, cet être-là aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apporter au monde et surtout qu'est-ce que je peux faire qui va me faire kiffer pour le reste de ma life? Ouais, je suis d'accord avec toi et si je peux ajouter quelque chose, donc c'est oser. Oser sauter le pas, même si ça fait peur et y aller. Y aller vraiment, suivre son intuition parce que, bah, je suis un peu passée par là ces derniers temps et aussi de se dire, tu vois, pour revenir à ta pratique, qu'en se mettant en mouvement, rien que physiquement, il y a tellement de choses qui vont bouger à l'intérieur de soi et voilà et tout ce qu'on a pu figer en nous, toutes ces peurs, en fait, par le corps, en bougeant, c'est plein de barrières peuvent sauter. C'est un miroir, en fait, le corps, il est vraiment miroir de nos actions ensuite dans la vie, comme tu dis. Et si tu commences avec une pratique qui va te permettre cet ancrage-là, bon, comme le yoga, le kalari ou plein autres, même ça peut être juste de la respiration. Si tu as ça et plus cette clarté dans ta vision, je pense que tu peux aller vraiment loin et être heureux au final, parce que ce qu'on recherche, c'est se sentir bien, être bien avec la personne qu'on est.
Donc voilà, tu l'as bien dit. Merci Alexane, Bah, merci à toi. Merci pour cet échange. merci beaucoup. Merci pour ta présence. J'espère que ce moment t'a inspiré à vivre davantage dans l'instant présent, que ce soit à travers l'expérience de ton corps, tes relations ou avec le monde qui t'entoure. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des épisodes prochains. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, une jolie note et partager ce podcast autour de toi. Cela m'aide énormément à rendre Still Point plus visible et ça me fait tellement plaisir de lire vos retours. Un grand merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram ou mon site internet. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Je te dis à très vite.